SOS Méditerranée est une association de sauvetage citoyenne et européenne, de sauvetage en haute mer. Alors il y a 3 missions. Les 3 missions, c'est sauver, protéger et témoigner. Sauver les personnes dans des embarcations, enfin qui sont dans des embarcations en détresse dans les eaux internationales au large des côtes libyennes. Protéger en leur apportant les soins nécessaires sur le bateau. Et témoigner, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Il faut savoir qu'on intervient surtout en Méditerranée centrale. On a un bateau qui s'appelle l'Océan Viking. Voilà, 80% de nos fonds sont destinés justement à faire naviguer ces bateaux, qui est en fin de compte celui qui sauve les gens qui se noient, qui sont en détresse en mer. Pourquoi avez-vous rejoint cette association? Je connaissais un petit peu la situation en Méditerranée, mais vraiment quand j'ai rencontré SOS lors d'un stand, on m'a donné des chiffres, des témoignages, c'est là que j'ai compris vraiment l'ampleur du drame. Et pour moi, plus ou moins la même chose. Mes parents accueillaient pas mal de personnes qui avaient avec des parcours migratoires complètement différents. Et 2 d'entre elles, en l'occurrence, avaient traversé la Méditerranée, étaient parties de Libye, et leur parcours m'a quand même interpellée. Et quand SOS Méditerranée a été créé en 2015, les premiers événements qui ont eu lieu à Marseille, je me rappelle, ma maman m'avait proposé de venir avec elle. Et voilà, les films, les images m'ont quand même interpellée. Et quand j'ai eu le temps de m'investir, j'ai de suite contacté l'antenne héroltaise. Vous nous avez parlé des différents rôles dans l'association. Et du coup, votre rôle, c'est témoignage. Comment est-ce que vous remplissez ce rôle-là au sein de votre association? Vous intervenez dans des écoles? Il y a différentes façons de témoigner finalement auprès des scolaires, des publics scolaires, donc avec de la sensibilisation scolaire. Donc certains bénévoles se rendent dans les écoles et témoignent de ce qui se passe, des actions qui sont faites par SOS Méditerranée. Et sur des événements, on a souvent des stands, des prises de parole et de la collecte. C'est ça, dans les stands, on essaie de renseigner les gens, on a un peu de documentation et on répond à questions. Parfois, si c'est des événements un public un peu plus jeune, on peut proposer aussi des petits jeux pour faire comprendre la situation. Et en même temps, on est ouvert à des dons. On peut dire quand même, nous c'est quand même une mission qu'on a de témoigner, mais c'est aussi une mission qu'on a aussi de la collecte. 90% des fonds récoltés par SOS Méditerranée viennent de personnes comme vous et moi, de la société civile, de personnes, des donateurs réguliers ou moins réguliers, mais voilà. Donc, Non, mais je voulais juste rajouter qu'il faut savoir quand même qu'une journée en mer pour faire fonctionner les bateaux, c'est 24 000 €. Oui. Donc on a vraiment besoin de ce soutien aussi économique. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un moment marquant que vous avez vécu au sein de votre association? Un moment qui vous a marqué, une rencontre marquante? Pour moi, c'est surtout quand on a commencé à recevoir des gens justement dont on a écouté leurs témoignages. Parfois, c'était des artistes qui présentaient en exposition des peintures ou un documentaire. Et entendre ça de vive voix et que parfois exprimer à travers leur art, que ce soit la peinture, le cinéma, la musique, c'est quelque chose qui m'a énormément touché. Et ça a rentré dans une dimension encore plus, plus humaine. Et ça prend encore plus d'essence. Moi, je dirais à peu près pareil que toi. Et puis le fait d'avoir une équipe de bénévoles fédérés autour de cette cause, on est amené à travailler ensemble sur des portages d'événements. Ça soude aussi vachement en général. Puis moi, du coup, depuis peu, je suis co-référente du pôle nouveaux bénévoles. Donc j'ai aussi ce lien avec les nouveaux bénévoles, ce qui est hyper chouette aussi parce qu'on fait tout ce travail de plaidoyer à des personnes qui sont au courant de ce qui se passe, mais à qui il manque quelques petites informations, et c'est hyper chouette aussi de le faire, donc c'est des moments marquants aussi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se déroule un sauvetage en bateau? Alors le sauvetage de l'étape numéro 1 à dernière étape, la première étape ça se fait par les jumelles en gros, c'est des sauveteurs qui sont sur le pont du bateau et qui repèrent à l'aide de jumelles des micro-points, des fois dans la nuit, qui peuvent ressembler à des embarcations en détresse. Et après, du coup, c'est tout un déroulé très précis pour mettre personne en danger.
mais il y a des ribs sur le bateau qui sont des petits canaux de sauvetage qui font les navettes, pour pas approcher trop près des embarcations, qui font les navettes entre l'embarcation et l'Ocean Viking. Et après, l'étape du sauvetage, quand les sauveteurs arrivent proches de l'embarcation, d'abord c'est d'avoir des mots très rassurants, de leur dire que tout va bien se passer, que une chose est sûre, c'est qu'ils ne retourneront pas en Libye, parce que c'est bien ça, des fois la peur d'embarcation, enfin de beaucoup de gens sur les embarcations, c'est d'être reconduit en Libye. Et ça, c'est pas possible parce que c'est pas dans le droit maritime, puisque la Libye n'est pas un port sûr. Et donc, c'est impossible qu'ils retournent en Libye s'ils sont sauvés par des ONG comme la nôtre. Et aussi, parfois, on peut recevoir une alerte d'autres bateaux, parce qu'il y a d'autres associations, ou parfois, il y en a aussi des avions qui peuvent, qui justement sont là en train pour repérer des embarcations en détresse. Et s'ils voient qu'on est plus près, bah, c'est eux qui vont nous donner l'alerte. Ça peut se faire par différents moyens. Entre le moment où vous avez rejoint l'association et maintenant, est-ce que vous pensez que quelque chose a changé en vous? Ah, bonne question. Donc oui, je pense que ça a changé pas mal de choses en moi parce que j'ai maintenant les outils pour en parler et c'est devenu mon combat. Donc oui. Oui, pour moi, pareil, hein, et c'est sûr que plus on connaît, plus on peut côtoyer des gens qui ont vécu ça ou qui sont dans l'association. C'est quelque chose qu'on rend de plus en plus sensible à ça. Et juste dire particulièrement aussi le fait d'être entre d'autres bénévoles qui ont cette sensibilité, cette humanité, cette solidarité, ça me fait du bien aussi de m'entourer. Je pense qu'aujourd'hui, dans un monde qui va de plus en plus, c'est de plus en plus dur. Comment arrivez-vous à associer vie professionnelle et vie bénévole? Justement, ça a été, en tout cas, pour moi, ça a été vraiment compliqué puisque je suis comédienne et donc à la base plutôt investie dans le pôle événements et les événements étaient souvent quand je jouais, donc je regrettais de plus en plus de plus être trop dispo, donc c'est pour ça que j'ai proposé mon aide dans la partie administrative, ce que je ne souhaitais pas du tout faire à la base, mais finalement me convient très bien. Ouais, pour ma part, moi je suis kiné à l'hôpital par exemple, donc les pôles scolaires, je ne peux pas faire des interventions dans les écoles par rapport à l'horaire, donc je suis plutôt dans les événements. Et puis quelque chose que je trouve intéressant chez SOS, c'est que chacun il va donner le temps qu'il peut. À un moment donné, par une période de ta vie, ça va être peut-être plus, d'autres un peu moins. Donc dans l'engagement, c'est toi aussi qui peux les gérer et c'est toujours bienvenu ton aide. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est très facile à s'adapter. Et après, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont plus engagés. Là, c'est encore plus difficile, mais on peut toujours jongler avec la vie quotidienne qui peut aller par période. Oui, c'est vrai que c'est pas réservé qu'aux retraités ou que des personnes qui n'ont pas de travail de s'investir dans une association. Au contraire, on peut chaque temps donné, même si c'est un petit temps, ce sera déjà très chouette. Rejoignez.